Ah non, j'étais pas en train de filmer, je pense. C'est bon? Ok, super. Bonjour Yvan, merci d'être avec Bonjour. nous aujourd'hui. Vous êtes historien spécialisé en histoire du sport, c'est bien ça? Oui, Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du sport, mais des femmes, bien que ce serait intéressant quand même de parler des femmes dans le sport. c'est un sujet en soi, oui, absolument. Mais bon, aujourd'hui, c'est les femmes et l'évolution de la place de la femme dans la société. Donc, dans l'histoire, on a connu plusieurs époques, on va dire. Oui. Euh, Si on commence par le tout début, parce que bon, il y en a eu, hein, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, tout ça. Avant, dans la mythologie, c'est-à-dire les femmes, elles étaient largement au-dessus, c'est-à-dire qu'elles se passaient très bien des hommes, si ce n'était que pour les asservir. Ils avaient un peu un rôle de procréation juste. Par contre, dans la société antique, c'était complètement l'inverse. C'est bien ça. Oui. Alors oui, on peut considérer que l'histoire est faite d'aller-retour sur ce sujet parce qu'il n'y a pas eu une époque qui serait l'époque zéro des femmes et pour en arriver à un peu plus de droits et plus de parité aujourd'hui, on se rend compte que dans l'histoire, il y a des périodes où les femmes ont des rôles très différents en fonction des situations. Vous avez raison de dire qu'effectivement, alors la réalité, la mythologie, il y a plusieurs manières d'aborder les sujets, mais on se rend compte que, effectivement, dans les périodes de l'Antiquité, on peut prendre l'Égypte antique, hein, bon, le mythe de Cléopâtre par exemple, ou les déesses de la Grèce ancienne, montrent bien que la femme avait un rôle majeur, voire dominant, comme vous dites, hein, que les femmes avaient un rôle majeur et dominant, en tout cas dans l'imaginaire, ça c'est un élément important. D'ailleurs, certains préhistoriens aussi s'intéressent aujourd'hui à la situation du genre et comment est-ce que le genre pouvait fonctionner pendant l'époque de la préhistoire. Il n'était pas dit que les hommes étaient en dominance par rapport aux femmes. Donc, l'intérêt de s'attacher à ces sociétés très anciennes, c'est de montrer qu'il y avait d'autres modèles qui pouvaient fonctionner, d'autres types de références, et que d'une certaine façon, effectivement, avant de parler de la société grecque dans sa réalité, il y a les grands mythes de l'Antiquité mettent en avant aussi beaucoup de femmes, mettent aussi en avant des hommes, mais aussi beaucoup de femmes, et la dimension féminine est une dimension qui mérite d'être interrogée à cette aune-là. D'autre part, on se rend compte aussi que dans cette société avancée que peut représenter la Grèce ou Rome, il y a aussi des formes de discrimination féminine, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas des formes de domination masculine qui sont aussi très fortes dans ces sociétés-là, où les femmes sont cantonnées déjà aussi à des formes de statut personnel. Hein. On parlait du sport tout à l'heure, où par exemple dans les activités sportives, elles n'ont pas forcément accès à tout, et que d'une certaine manière, euh, dans l'élaboration de la société athénienne, par exemple, on peut considérer que les femmes ont euh, subi, on pourrait dire, une influence sur le terrain des hommes à cette occasion. Oui, dans l'Antiquité, du coup, ouais, elles étaient un peu, ouais, les rôles sont un peu inversés par rapport à la mythologie. Oui, D'ailleurs, alors je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont inversés, mais en tout cas, il y a deux poids, deux mesures. Il y a ce que la mythologie révèle, qui est déjà un élément intéressant pour le statut des femmes, et qui met en évidence une glorification féminine. Et en même temps, on se rend compte que c'est plus de l'ordre des représentations, parce que la mythologie, c'est aussi tout un univers mental de représentation. Mais on se rend compte que quand on vient dans la réalité, dans des choses très prosaïques, euh, c'est beaucoup moins évident que les femmes aient un rôle important. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de manière un peu permanente. Hein, où aujourd'hui, on va peut-être mettre en avant le fait que dans certaines situations, les femmes sont mises en avant, mais que dans la réalité, au final, on retrouve toujours des formes de mise, en tout cas de mise à l'écart, ou en tout cas d'absence d'égalité ou d'équité dans ce contexte-là. Et là, on le retrouve un peu dans cette société athénienne qui fait quand même la part belle aux hommes. oui, bien sûr, ben encore aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup d'inégalités. Si on remonte un peu, des centaines d'années plus tard, on va dire, Ouais. donc à l'Antiquité, nous nous retrouvons au Moyen Âge. Mhm. Et alors, quels seraient les changements les plus conséquents qu'on peut retrouver à cette époque? Même si je sais que c'est une histoire assez incomplète, Mhm. puisque c'est à cette époque elle est écrite surtout par des hommes Mhm. et que les femmes sont très peu évoquées. Ouais. Mais nous savons qu'à cette époque-là, les femmes gouvernent déjà. Donc nous avons des exemples comme Blanche de Castille, par exemple, qui a été nommée par Louis VIII lui-même avant sa mort. Comment on en arrive à là, du coup? Alors, on
peut là aussi montrer deux poids, deux mesures dans la période du Moyen-Âge, qui est considérée souvent, peut-être des fois à tort, comme une période sombre, une période enfin, qui a un peu tourné le dos à la période des réjouissances athéniennes et romaines de l'Antiquité, où on se rend compte qu'il y a le poids de la religion qui apparaît, qui va d'ailleurs jouer un rôle très important dans la relation entre hommes et femmes. Mais encore une fois, comme dans toutes les époques, on se rend compte que les femmes ont un rôle, même si on a tendance à considérer que on a d'ailleurs tendance à trop considérer que les femmes n'auraient pas eu de rôle dans l'histoire, ce qui n'est pas vrai. À chaque époque, elles ont un rôle en fonction de leur statut. Et on peut par exemple effectivement dominer des empires entiers ou des royaumes entiers lorsqu'on est femme, en étant reine, en étant impératrice, en ayant voilà, la capacité à gouverner, à dominer, ce qui montre bien que ce sont des statuts qui ne sont pas le statut de la femme au Moyen Âge, n'est pas un statut arrêté une fois pour toutes. Il y a, me semble-t-il, une diversité d'attitudes. C'est ça, c'est que on peut être dans la contradiction, c'est-à-dire qu'on peut être dans une société où c'est une femme qui sera reine, par exemple, mais en même temps dans laquelle la discrimination vis-à-vis des femmes sera importante. Et en quelque sorte, on peut voir dans le Moyen Âge, comme vous avez dit, hein, c'est souvent les hommes qui écrivent, qui laissent des traces au Moyen Âge, mais tout en laissant des traces, on y voit. Alors, quand on s'intéresse à l'art, par exemple, hein, du Moyen Âge, quand on s'intéresse à un certain nombre d'écrits, on voit que la place des femmes est une place extrêmement variée, extrêmement complexe aussi, qu'on ne peut pas limiter simplement, alors voilà, elle est rejetée, ou elle est discriminée, ou à un moment donné elle a beaucoup de pouvoir. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué, et qui nous amène à réfléchir sur le fait qu'on relie un peu le passé à l'aune de ce qu'on a pu, nous, vivre ou subir dans certains cas au XXe siècle, au XIXe siècle. Mais ça, ce sont des situations qui sont plutôt de l'ordre du contemporain, alors que voilà, le Moyen-Âge donnait à la femme un autre type de statut. Bon, quand on parle de l'amour courtois, par exemple, qui est une pratique du Moyen-Âge, c'est une mise à distance de la femme comme un objet sexuel en quelque sorte, mais en même temps ça donne à la femme un certain type de pouvoir qui est un peu nouveau dans ce contexte-là. Donc du coup, le statut des femmes évolue à travers le temps, des femmes de pouvoir, qui dirigent, qui gouvernent, qui peuvent opérer sur des hommes un type de pouvoir fort. Femmes, objet de séduction, comme ça a été aussi le cas sous l'Antiquité, mais qui là prend des formes plus littéraires, on pourrait dire, plus artistiques, et aussi femmes dominées dans certains cas, puisque socialement, on se rend compte que les sociétés du Moyen-Âge, en particulier la société occidentale et française en particulier, avaient aussi des formes de contraintes vis-à-vis des femmes, quoi. Et puisque vous parlez donc de la religion, Oui. puisque ça a joué un rôle important dans cette égalité ou inégalité, on le voit comme on veut, euh, de quel côté se positionnait justement la religion de ce côté? Mais la religion a contribué quand même à être assez clivante, je dirais, hein. La religion a contribué à creuser le fossé entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que le statut des curés et des sœurs, des abbés et des abbesses, chacun cantonné à ses propres rôles, euh, privilégiant évidemment le pape, hein, et donc c'est la société chrétienne et en particulier catholique privilégie effectivement une distinction des sexes en faveur de l'homme, ça c'est une évidence. Donc du coup la société du Moyen-Âge va dans ce sens-là, hein, où il y a effectivement un clivage religieux entre hommes et femmes. Donc il me semble que le poids de la religion est une grille de lecture extrêmement intéressante pour expliquer ces déséquilibres, hein, qui se sont Oui, créés. forcément, ben, surtout quand on sait que quasiment tous les personnages de la Bible, par exemple, ce sont des hommes. Voilà, donc il y a une forme de, comment dire, la religion est rarement un critère d'égalité en matière de relations de genre, dans la mesure où ils se fondent sur des textes plus ou moins mythiques, plus ou moins mythologiques, qui font cette distinction. Et donc ça a des conséquences sur le réel. Ça, c'est un véritable problème, hein. Quelque religion que ce soit l'islam, que ce soit la religion juive ou la religion catholique, ont les mêmes problèmes, on pourrait dire, par rapport à ça. Si on peut dire, ce sont des problèmes. Bien sûr. Puis, bon, ben, on avance donc dans le temps. On arrive au 15e, 16e siècle. Oui, Et nous avons une nouvelle catégorie, si on peut dire ça catégorie, de femmes, donc les courtisanes. oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quelques mots quel type de femme était considérée comme telle et pourquoi? Alors les courtisanes, c'est très lié évidemment à la situation de la monarchie, des monarchies en fait, hein, en Europe occidentale. En gros, la courtisane, elle fait
fait partie de cette société de cour, de cette société qui entoure les monarques, de ces sociétés d'élite en quelque sorte, qui ont une posture ambiguë, c'est-à-dire à la fois marquée par des codes et des modes qui font partie de ces sociétés d'élite, et en même temps en étant toujours à essayer d'obtenir vis-à-vis de cette élite un statut qu'elles n'ont pas véritablement. Plus tard on dira même demi-mondaine, c'est-à-dire en fait une courtisane, c'est une femme qui va essayer d'user de ses charmes en quelque sorte pour essayer d'atteindre un certain nombre d'objectifs, et notamment des objectifs sociaux. Et souvent ça passe par la relation charnelle, ça peut passer aussi par le mariage en quelque sorte, et c'est un statut de promotion sociale pour les femmes hein, dans ces sociétés-là. Donc une courtisane, elle est à la fois vue comme étant peut-être une ambitieuse d'une certaine manière, ambitieuse pas forcément au mauvais sens du terme, mais d'arriver à profiter d'une situation et de gravir des échelons par rapport à cette situation, mais aussi d'être considérée comme peut-être aussi une personne qui serait critiquable, hein, voire blâmable, parce qu'elle vendrait un petit peu ses charmes, elle profiterait de ce statut féminin pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et dans ce contexte-là, évidemment, ça va être enclin à cantonner les femmes dans leur, dans un éternel qui serait voilà, d'user de ses charmes, de profiter de ces situations que les hommes ne pourraient pas faire en quelque sorte. Donc d'une certaine manière, la courtisane va accentuer la distinction homme-femme et va, sans le vouloir vraiment, cantonner la femme dans cet idéal que représentent les hommes à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand on lit tous les romans liés à la Renaissance, les romans liés au cours, on voit vraiment voilà, toutes ces relations qui s'instaurent et qui font que quand même, hommes et femmes ne sont pas du tout voués aux mêmes fonctions. Hein. L'homme, c'est la guerre, c'est le cheval, c'est l'activité économique, c'est le fait de régner. Et les femmes, même si de temps en temps certaines règnent, hein, sont quand même marquées plutôt cantonnées dans des rôles subalternes qui sont liés à la séduction et à des choses qui sont finalement un peu minimalistes, quoi. Quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'à ce moment, donc à cette époque-là, ces femmes, donc les courtisanes, on les différencie des épouses, donc c'est-à-dire qu'il y a un peu une contradiction entre les deux, c'est ça? Oui, absolument. Oui, on peut effectivement, c'est juste de faire cette distinction, c'est que soit la femme est une épouse, donc elle est soumise au mari d'une certaine manière et elle évite ses écueils d'être dans disons, de subir un regard, on pourrait dire, soit concupissant, soit un regard vindicatif, on pourrait dire, hein, parce que la courtisane, c'est celle qui pourra détourner le mari de sa bonne ligne de conduite, en quelque sorte. Et donc, du coup, il y a deux catégories de femmes qui viennent se positionner. Alors, l'épouse, c'est un fait, mais de l'autre côté, la courtisane, dans un certain milieu, c'est un autre fait. Et donc, il y a une sorte de distinguo qui est mené entre l'épouse, c'est-à-dire la voie classique de la femme qui se limite à son foyer, et la courtisane qui est dans une sorte de situation complètement éthérée, où sa vie est faite d'aléas, enfin, en quelque sorte. Alors des aléas qui peuvent très bien tourner pour certaines qui vont faire fortune ou qui vont bien se marier ou qui vont avoir la capacité de devenir de tenir salon, de devenir quelqu'un du monde parce qu'elles ont épousé un monarque ou un baron, etc. Et puis d'autres qui auront peut-être cette incapacité d'y arriver et qui sombreront parfois dans la folie ou dans la misère ou dans la maladie ou je ne sais quoi. C'est une progression qu'on remarque donc de nos jours. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que ces femmes, ces courtisanes comme on appelait à l'époque, aujourd'hui de nos jours, ce seraient les femmes indépendantes, du coup, qui n'ont pas besoin des hommes pour vivre, quoi, voilà, qui réussissent toutes seules, quoi. Alors, c'est une continuité qu'on peut analyser, effectivement. C'est-à-dire comment ces courtisanes peuvent être transposées aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un avantage, me semble-t-il, c'est de ne pas subir des regards qui sont des regards de reproche ou des regards de réprimande par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, les mœurs sont évoluées de manière telle que on peut être libre sans forcément apparaître comme une courtisane en tant que telle. Donc, d'une certaine manière, les choses se sont un peu décrispées. La liberté d'une femme à l'époque, en gros jusqu'au 19e siècle, est une liberté qui était suspecte en fait. Une femme libre, une femme célibataire était considérée comme suspecte parce que soit eh bien, le fait de ne pas trouver mari, c'était un drame pour elle parce qu'elle n'attirait aucun regard. Hein, ça peut être le cas des filles de ferme, par exemple,
désespéraient de trouver un mari et il fallait se marier très tôt. Et si on restait vieille fille, si on devenait une sorte de rebut de la société. Soit on faisait ce choix d'être célibataire, mais alors là c'est une petite partie de l'élite parisienne en quelque sorte. Et là effectivement on est dans une forme de liberté totale, déjouant les codes, apparaissant comme provocatrice, mais ça ne concernait qu'une petite partie de la population. Les femmes célibataires ou qui se voulaient libres dans ce contexte-là, souvent le subissaient cette liberté, la subissaient cette liberté, et lorsqu'elles l'assumaient, c'est qu'elles avaient les moyens de l'assumer, ou elles étaient dans un code culturel qui permettait de l'assumer. Et donc ces courtisanes-là, en quelque sorte, elles sont finalement assez rares, quoi. Est-ce qu'on les a retenues dans l'histoire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un, une courtisane par exemple, qui est restée dans l'histoire parce que ce qu'elle était, ou on voulait pas trop en parler, quoi? Alors, les courtisanes, elles ont d'abord connu une certaine résonance par la littérature. Parce que si vous prenez Honoré de Balzac, Splendeur et misère des courtisanes, justement, qui montre bien, vous prenez Nana de Émile Zola, où finalement on se rend compte que les courtisanes, elles basculent souvent aussi dans une forme de prostitution. C'est ça aussi, c'est que la courtisane n'est jamais très loin de la prostitution de luxe, hein. Alors aujourd'hui, on pourrait parler de prostituées de luxe, qui n'auront aucune apparence de la prostituée comme on peut se l'imaginer, mais qui aura voilà, cette capacité de gagner sa vie de cette manière-là, sans qu'elle ne soit pas rentée dans le regard à la prostituée. L'image qu'on a de la prostituée aujourd'hui, c'est le trottoir, chose qui n'est qu'une petite partie de la réalité. Et donc, si vous voulez, les courtisanes telles qu'on les présente à l'époque, elles ne sont pas tellement distinguées en termes d'identité, si ce n'est qu'à certains moments, certaines peuvent apparaître, se distinguer par un talent qui viendra apporter un plus à cette identité courtisane, ou qui provoquera un événement un peu particulier, ou qui aura des idées un peu particulières. On peut penser à une femme qui a un rôle important, c'est Olympe de Gouges, par exemple, hein. Olympe de Gouges a été une des peut-être une féministe. Elle a vécu au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, et elle a promu effectivement le principe d'une éventuelle citoyenneté des femmes dans ce contexte-là. Et donc il me semble que les courtisanes sont pas tellement bien identifiées, elles apparaissent comme une masse informe dans les sociétés de cour en quelque sorte, et quelque part ça les cantonne aussi à ce qu'elles sont, c'est-à-dire courtisanes, elles sont là pour distraire les hommes d'une certaine manière, les séduire, les hommes fortunés, les hommes des cours, leur apporter un peu de douceur, c'est un peu les éléments qu'on apporte, tenir salon qui peut être parfois intéressant. Et alors, oui, Madame de Maintenon, toutes ces personnes-là qui ont quand même eu cette capacité à travers leur salon à apporter des éléments, hein. Parfois, certaines avaient des talents d'écrivain, d'autres avaient des talents d'entremetteuse au sens positif du terme, de faire se rencontrer des personnes, etc. Donc, la courtisane pouvait profiter de ce statut entre deux, c'est-à-dire où elle tapait à la porte de la richesse sans l'être vraiment, et en fonction de ce qu'elle était, elle pouvait y aller ou pas y aller. Eh bien, elles ont pu produire des choses intéressantes dans leurs époques, 16e, 17e, 18e. Très bien. Et du coup, on continue d'avancer. La Révolution française. Donc on arrive à la Révolution française, qui est-elle accompagnée en quelque sorte de la Révolution des femmes, qui se battent pour leurs propres droits. On dit que la Révolution française, que dans la Révolution française, les grands hommes ont été des femmes. Mais que, puisque les historiens, il fallait des historiens pour raconter les histoires, c'était surtout des hommes, et donc ils ont en quelque sorte transformé ces femmes en hommes pour raconter les grands faits. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'on a beaucoup fait l'histoire de la Révolution française à l'aune des hommes. Enfin, quand on a beaucoup fait l'histoire de cet épisode, on n'a pas tellement pris en compte la présence féminine et l'importance des femmes. Pourtant, il y a eu une importance très forte. Et il a fallu attendre ces 30 dernières années pour voir apparaître cette dimension du genre, en quelque sorte, pendant la Révolution française. Mais pendant effectivement assez longtemps, la Révolution française n'était pas analysée à partir des questions du sexe masculin ou du sexe féminin, mais simplement, c'était l'aspect idéologique qui prévalait, les résultats que ça avait pu porter, la terreur, enfin, la dimension politique. Et cette dimension sociale ou culturelle est venue dans le moment où, effectivement, on a commencé à s'intéresser à l'histoire des femmes, en gros, les années 80, 1980, 1990, où on a commencé à défricher sur ce côté de la manière dont les femmes ont pu avoir un investissement politique, la manière dont elles ont pu
s'affirmer, la manière dont elles ont pu avoir une place dans le débat public, chose qui avait été largement minimisée auparavant et qui aujourd'hui se trouve valorisée, voire parfois même survalorisée, parce qu'il faut rétablir une forme d'équilibre. Et donc on a tendance à devoir faire cette balance, ce différentiel, et aller creuser de ce côté-là, parce que justement on n'a pas beaucoup creusé par avant. Et donc il y a vraiment cette réalité qui fait que, alors c'est bon pour la Révolution française, mais c'est bon pour beaucoup de périodes de l'histoire où on a fait une histoire écrite par des hommes pour des hommes, et où seuls les hommes sont mis en scène en quelque sorte. Donc aujourd'hui ça a tendance un peu à se rééquilibrer. Oui, c'est sûr que la plupart du temps, c'était des hommes qui écrivaient, donc bah, ils parlaient surtout des hommes Ben oui, et pas et trop puis des femmes. oui, c'est ça. On ne pensait pas vraiment euh, que cette dimension était importante. Il y avait une sorte de négligence qui était de mise, quoi. Bien sûr. Bah, donc on a vu que cette inégalité, ça existe depuis toujours. Et encore aujourd'hui, donc les femmes se battent. C'est incroyable quand même, depuis toutes ces années, on continue, même si ça évolue, il y a toujours des progrès, mais aujourd'hui, on retrouve toujours des inégalités, que ce soit par rapport au salaire, que ce soit, voilà, plein de questions en fait. Comment? Comment